Salut les devins, c'est Saikyo. Voici ma review du chapitre numéro 56 du manga Dragon Ball Super. Et on a pas mal de choses à parler, à discuter et à se décortiquer ensemble aujourd'hui. J'ai pas mal de sujets par rapport auxquels j'espère pouvoir vous apporter un avis éclairé sur la situation. Le cas de la nouvelle technique de Vegeta, la dernière page avec Goku, les attaques combinées de Piccolo Gohan, voilà, pas mal de choses qui a interpellé pas mal de monde. Et je pense que on a plus ou moins sous nos yeux les réponses. On verra bien si je vois juste ou non, et vous me direz ce que vous en pensez en zone commentaire. Et bien évidemment, à la fin de la vidéo, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, le fameux like, qui va m'aider mais vraiment énormément techniquement pour le référencement de la vidéo. C'est quelque chose d'absolument formidable de pouvoir obtenir un maximum de pouces bleus de votre part. Alors, concernant le chapitre numéro 56, celui-ci pose le ton directement concernant son inspiration, on va pas y aller par quatre chemins. Le titre est « Guerrier de la Terre, Rassemblement ». Si là t'as pas compris que tu vas partir sur un délire à la Avenger, c'est qu'il y a un petit souci. Et clairement c'est le cas dans le chapitre, mais franchement, s'inspirer de quelque chose pour en refaire quelque chose à sa propre sauce ne m'a jamais dérangé. Par contre, ce qui me dérange avec Dragon Ball actuellement, c'est qu'avant Dragon Ball s'inspirait d'autres œuvres comme celle de Tezuka, comme Star Wars, comme pas mal d'œuvres de fiction que Akira Toriyama a apprécié avec Terminator par exemple et Mirai Trunks, avec aussi du Jackie Chan pour l'action. Mais Dragon Ball a aussi été une source d'inspiration pour énormément d'autres œuvres. Tous les mangas shonen actuels qui sont encore en cours ou certains qui sont finis, comme Naruto, comme Bleach, mais d'autres qui continuent encore et qui sont des références dans le domaine, comme One Piece, sont clairement inspirés de Dragon Ball. Donc en fait que Dragon Ball s'inspire et inspire ne me dérangeait pas, mais le fait que Dragon Ball s'inspire mais n'inspire plus, ça c'est quelque chose qui me fait grincer des dents, et j'espère que Dragon Ball et Dragon Ball Super pourra retrouver de sa sublime d'ici quelques mois, quelques années. Alors, hormis cela, je trouve que le chapitre pose une bonne ambiance dès le départ avec le vaisseau, Jaco dans le vaisseau de la patrouille galactique, d'autres se rassemblent autour de lui un petit peu à la Star Wars, on arrive sur la Terre, et Jaco, je trouve que c'est un personnage très très intéressant, un très très bel apport de la part d'Akira Toriyama vraiment qui est venu enrichir Dragon Ball. On a besoin de personnages comme Jaco dans Dragon Ball, personnage qui se veut comique, personnage qui fait genre de ne pas vouloir aider la Terre parce qu'il a la flemme, parce qu'il a peur, parce qu'il est fatigué, parce que ci, parce que là, mais qui au final fait très bien les choses. J'apprécie beaucoup le personnage là, j'apprécie le rassemblement de la patrouille galactique pour aider la Terre. On peut pas dire qu'ils auront pas mis le moyen, hein. Là clairement ils ont fait ce qu'il faut. Ça permet aussi d'agrandir le lore de Dragon Ball, même si au final ce n'est que de l'information visuelle. Là par exemple je vous montre une image, on voit certains patrouilles galactiques, allez savoir de quelle planète ils peuvent venir, de quel peuple. Mais bon, c'est toujours cool de se dire que dans Dragon Ball, on a telle et telle variété de personnages et d'êtres vivants qui peuvent exister. Après cela, et après quelques phases d'humour et quelques pages ont déjà passé, on se retrouve avec la Z-Team. Et même si c'était plutôt prévisible, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, le fait de voir tous les membres de la Z-Team avec le logo de la patrouille galactique sur leurs vêtements, je trouve ça extrêmement classe. Alors là, je suis sûr que dans Dragon Ball Heroes, ils vont y aller fort. Surtout si un animé, un film Dragon Ball Super arrive, parce que Heroes se nourrit surtout des versions animées, mais là, pour faire des variantes de personnages en mode patrouille galactique, ils peuvent y aller très très fort, ça viendra alimenter les délires de Time Patrol et autres, ça fait encore des variantes, et même sans parler de Heroes, ils vont pouvoir ressortir toutes les figurines, les peluches, tout ce que tu veux, qui sont à l'effigie de tous tes personnages préférés, sauf que là, ils auront le petit logo patrouille galactique, qui bien évidemment va justifier que tu remettes entre 10, 30 ou 50 € pour obtenir le produit dérivé de Yamcha dont tu as toujours rêvé, bien évidemment. Non mais blague à part, franchement, visuellement, c'est plutôt cool. D'ailleurs, parlons-en de la qualité visuelle de ce chapitre-là. Eh bien, on pensera ce qu'on veut de mon avis. Je trouve que Toyotaru s'améliore en termes de mise en scène. Je trouve qu'il y a des mises en scène toutes simples, et je vous avais fait part de cette critique-là il y a quelques mois. Je vous avais dit, regardez, il y a des scènes assez simples que Toyotaru galère un petit peu à mettre en page. Je trouve que ce défaut-là commence à disparaître, il n'est pas encore totalement effacé, mais il est vraiment réduit au plus bas niveau, ce défaut-là, chez Toyotaru. Les mises en scène simples, il les réalise simplement avec pas mal d'efficacité. On est loin du niveau d'Akira Toriyama, d'accord, mais on a franchi un cap par rapport au Toyotaru des débuts du manga Dragon Ball Super que je vous invite à relire pour pouvoir vous faire une comparaison cohérente. Après, même si j'étais satisfait de la hausse de la mise en scène, techniquement, dans ce chapitre-là, Toyotaru a été assez inégal. Regardez ce plan-là, regardez la tête de Yamcha, la tête de Gohan, sincèrement, surtout Gohan, je trouve qu'ils sont pas terribles. Regardez Tenshin Han et Chaoz, ils sont plutôt corrects. Les patrouilleurs derrière, bon, ils ont moins de soins qui leur ont été portés, mais ça passe. Mais regardez, on va prendre le cas de Yamcha pour comparer ce qui est comparable. Sur cette case-là, on a Yamcha, il me fait un petit peu penser limite à un visage d'un clown avec sa cicatrice et tout ça, je reconnais pas trop Yamcha. Par contre, regardez celui-ci.
là où il dit c'est finalement ma chance de briller. Là je reconnais mes 100% Yamcha. Donc il y a un côté inégal dans ce chapitre-là que j'ai senti. Ça n'était pas lourd au point de me faire décrocher, mais c'était présent au point de vous en parler. Du coup, globalement satisfait du chapitre, mais il y a encore de la progression à faire, voilà. Peut mieux faire, tu sais, quand ton prof il te disait ça, tu savais pas quoi penser et tu savais pas si tes parents allaient te savater ou pas en rentrant. Mais a plutôt bien fait aussi pour le moment, donc ça passe. Ensuite, on a l'autre plan qui nous manque pour Piccolo, Krillin, Kame Sennin. Bien évidemment, Jaco, il a toujours ce logo-là. Tous ont le logo de la patrouille. Alors je trouve que c'est plutôt sympa de montrer que la Z-Team a accepté. C'est un petit peu, je fais un pas vers toi en emmenant quand même toute mon armée pour sauver ta planète face à une armée absolument incroyable de la part de Moro. Et derrière, tu mets un petit logo sur ton veston. Donc bon, c'est un moindre mal pour un très grand bien. Et je comprends que la Z-Team n'a pas rechigné à ça. Je trouve ça même très cool. J'aime beaucoup le fait qu'on ait avec Tenshin Han, ce grand retour de Tenshin Han. Là, on a un mix entre Fukatsu no F, entre le tournoi du pouvoir, entre Avenger, voilà, on a pas mal de choses qui se mélangent. Et on l'a en mode plus, parce que là, on a quand même Yamcha, on a Chaos qui se dit, est-ce que je peux toujours combattre Chaos, quand même, je sais pas si vous vous rappelez de ce que c'était Chaos dans Dragon Ball, il avait limite des airs sanguinaires face à Krillin et tout ça à l'époque, il balançait des Dodonpa de cinglés. On sent que vraiment que le temps a passé, que le personnage a mûri et qu'il s'était rangé en fait, ce qui est totalement normal. Il était toujours au dojo, je ne sais où, avec Tenshin Han, mais se battre contre des adversaires de fou, c'était plus au premier plan et au programme de Chaos, hein, voilà. En gros, depuis Nappa, c'est terminé. Malgré tout, ils sont là, ils font preuve de courage, ils vont se battre. Ils attendent l'armée de Moro, d'ailleurs ça fait un petit peu penser aussi au côté Mecha Freezer que l'on attendait un petit peu au préalable grâce au fait que l'on ait senti son ki. En parlant de Freezer, on peut se demander, une armée de Freezer, dans ce cas-là, imaginez que l'armée de Freezer se ramène sur Terre. Ça peut clairement faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Là, on a deux armées qui s'opposent, c'est exactement le même scénario que dans Seigneur des Anneaux. Tu as toujours deux grosses armées qui s'opposent, et il y en a toujours une troisième, les elfes ou je sais pas qui vont se ramener en haut de la montagne, et c'est vraiment eux qui vont choisir le sort et l'issue de la bataille. Qui va gagner, qui va mourir. Franchement, l'armée de Freezer pourrait faire ça. Et ça serait en plus très difficile de savoir de quel côté elle va se ranger. Parce que du côté de Moro, je suis pas sûr que Freezer et Moro s'entendent déjà, sauf s'ils se sont préentendus au préalable. Rappelons-nous que 2 mois ont passé. Qui dit qu'en 2 mois, Moro n'a pas rencontré Freezer? Mais de l'autre côté, Freezer va vouloir doubler Moro, donc ça peut donner un double contraste à la bataille. Freezer va sûrement vouloir garder sa place de entre guillemets numéro 1, ne voudra pas être le second et céder son armée à un bouc, mais de l'autre côté, est-ce que Freezer va vouloir réellement aider la Terre, aider Goku d'une manière détournée, aider la Z-Team, aider ceux qui l'ont tué ou qui l'ont mis KO? C'est compliqué pour Freezer dans un cas comme ça. Toyotaru risque de le garder hors de l'intrigue, mais quand deux armées s'opposent et qu'un troisième gars possède lui aussi une armée, j'ai envie de vous dire, attendez-vous à le voir agir. Bon, voilà, on laisse ça de côté, on verra si ça se réalise ou non. Du coup, qu'est-ce qui se passe par la suite? On attend les adversaires, et on nous fait comprendre qui sera là et qui ne sera pas là. Par exemple, Majin Buu ne sera pas là, parce que ça fait un petit moment qu'il était du côté de la patrouille galactique. Par contre, on peut noter qu'il a été ramené au palais de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas laissé au QG de la patrouille? Je me dis que peut-être que scénaristiquement, là encore une fois, il y a Toyotaru qui est en train de nous préparer quelque chose. Pourquoi ne pas l'avoir laissé là-bas? Pourquoi l'avoir amené ici en train de dormir? D'accord, pour le moment, il ne va pas aider. Il serait beaucoup trop cheaté pour les armées en bas. Il balancerait un rayon, il y a tout le monde qui serait transformé en bonbon ou je ne sais quoi. Mais de l'autre côté, on a un petit peu une carte à jouer parce que s'il se réveille, déjà, il a de gros pouvoirs par lui-même. Le Daikaioshin peut interagir. Et en plus, en le ramenant sur Terre, si le Daikaioshin prend les commandes et qu'il détecte qu'il y a le petit Oob, qui est la réincarnation de Majin Buu, petit rafraîchissement de mémoire, il nous avait dit que c'était la partie du Majin Buu pur, le petit, qui avait pris la majorité des pouvoirs du Daikaioshin et qui les avait emportés avec lui avec sa mort. Sauf que le Majin Buu pur a été réincarné en Oob, donc pourquoi pas que les pouvoirs aussi. Imaginez si le Daikaioshin, sans cela, il va vouloir récupérer ses pouvoirs d'une manière ou d'une autre. Il faudra aussi le justifier, parce que Oob n'a encore jamais interagi avec la Z-Team, pour le moment dans Dragon Ball. Ça n'arrivera qu'au 28e tournoi des arts martiaux. Voilà, ça peut donner lieu à de bonnes scènes si elles sont réalisées de manière intelligente. Il y a d'autres protagonistes qui vont rejoindre, d'autres comme Goten et Trunks, on les a en mille, mais pour eux aussi j'ai une idée, une théorie que je vais vous expliquer, qui pour le moment ne sont pas là, mais ce n'est plus le moment de la discussion. Popo pointe du doigt vers un vaisseau, c'est le vaisseau de Moro. Moro qui encore une fois va continuer à commettre des erreurs. Voilà, il leur laisse du temps de fou, il ne veut pas agir. Je pense qu'il attend pour que Goku et Vegeta soient là pour pomper un maximum d'énergie, ça m'a l'air assez évident. Il préfère envoyer des petites navettes tout autour de la planète, ne pas lancer une bataille énormissime sur un seul et unique champ de bataille. Ils vont se répartir, les vaisseaux de Moro, sur divers endroits du monde. D'ailleurs, encore une fois, exploration du lore d'une certaine manière de Dragon Ball, parce que vous savez que la Terre dans Dragon Ball,
n'est pas constitué à 100% comme la Terre de notre vrai monde, en se rappelant que le roi, par exemple, a une tête d'animal, j'espère que vous en rappelez tous, donc il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas pareil, qui ne sont pas pareilles, avec beaucoup de similitudes aussi. Et là, on voit un palais un petit peu comme Agrabah dans Aladdin, on voit que ça part dans tous les sens, et en fait, ils ne sont pas en train, moi je pensais qu'ils allaient les tuer, ils ne sont pas en train de faire ça, ils veulent récupérer tous les trésors, donc ils veulent piller les ressources de la Terre, les ressources pécuniaires, financières, les trésors. Ensuite, ils vont pomper toute l'énergie, c'est-à-dire qu'ils vont génocider tout le monde et la planète. Et bien évidemment, le plan également de Moro est de laminer la gueule de la patrouille galactique et de la Z-Team, bien évidemment incluant Goku et Vegeta. Un plan qui sera donc à 3 étapes. Disons que piller les trésors, pour le moment, la Z-Team ne s'active pas trop, mais la protection de la Terre, ça oui, elle s'y active vraiment. D'ailleurs, ils sont bien renseignés, hein, le gang de Moro. Ils savent directement dans quel bâtiment aller, dans le désert, dans la neige, pour trouver des trésors. Je ne sais pas s'il y a une topographie de la planète qui est faite grâce au vaisseau de Moro, un scan, une intelligence artificielle. Ça aurait pu être justifié, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Donc on voit s'activer les personnages du gang de Sagambo et de Moro. Un qui ressemble un petit peu à un dinosaure bizarre, un qui ressemble à Magetta, on le savait déjà. Et là, ça va presque commencer à partir en tournoi du pouvoir bis, c'est-à-dire qu'on s'est tous rassemblés pour tous se séparer ou presque. Chacun va partir sur un champ de bataille. Voilà encore le scénario du film d'horreur, hein. Venez, on se sépare. Il y a un putain de monstre dans la forêt, mais on se sépare. T'inquiète, on va y arriver. Non, on va pas y arriver. Pour le moment, ça marche parce qu'on est contre des petites frappes, mais j'entrevois et j'estime que des pertes sont à attendre. Bien évidemment, elles seront ramenées parce qu'il y a des tas et des tas de pouvoirs dans Dragon Ball qui permettent de ramener des gens, mais malgré tout, des pertes sont à prévoir, des décès, des morts, dans la Z-Team, dans les patrouilles galactiques ou autres, ça ne m'étonnerait pas. On a Moro qui va commencer à pomper du ki, les Yamcha, les Tenshin Han et tout, je pense pas qu'ils vont vraiment faire long feu, et en gardant en tête aussi que nous ne connaissons pas réellement la vraie origine de Moro. Avec un petit twist scénaristique, on pourrait reprendre l'information de fin du tournoi du pouvoir en manga, quand Margarita et Vermoud expliquaient le fait que si un personnage a été tué par un démon de type Mamono, il ne peut pas être ramené à la vie par un ange. Du coup, on pourrait se dire que pourquoi pas, même Shenron ou Purunga ne pourrait pas, et qu'il y aurait que Super Shenron qui pourrait ramener certains êtres, à condition, bien évidemment, que Moro soit lui aussi un Mamono, mais là, pour le moment, on en est loin, absolument personne ne l'a dit, et je pense que le Daikaioshin ou Merus l'aurait quand même expliqué depuis. Mais bon, gardez ça aussi en tête, ça peut être important. Donc, division des guerriers, division des patrouilles galactiques, ils s'activent vraiment, hein, les patrouilles, ils sont pas flemmards. Certains vont rejoindre le grand Yamcha-sama, certains vont rejoindre Kame Sennin et Krillin, c'est drôle de voir Kame Sennin sur le dos de Krillin qui porte son maître. Krillin qui va donc faire un rematch face à Yumba, celui qui ressemble à Botamo. D'ailleurs, Krillin va même lui dire qu'il s'est entraîné dur depuis ce temps-là, mais Yumba est accompagné des 3 filles, je crois qu'on ne connaît toujours pas leur nom, hein, depuis le temps. Je trouve leur chara-design assez classe, elles en imposent pas mal. Elles ont toutes des inspirations que je vous ai déjà montrées avec C21 et tout ça, mais hormis cela, je trouve qu'elles en imposent. Bien évidemment, cela va attirer l'attention de notre bon vieux tortue génial Kame Sennin, alias Muten Roshi, qui va laisser dans une scène assez comique, qui va faire ressortir ses vieux travers, va laisser en plan Krillin lui dire « Ah ben tu vas te battre sans moi, ton vieux maître n'a rien à faire ici, mais par contre je vais aller voir ces filles un petit peu sauvages qui m'intéressent pas mal. » Bon, je trouve que la scène est drôle et intéressante, mais justement, ça me permet de faire un point sur quelque chose, c'est que ce chapitre 56, quoi qu'on vous dise, quoi qu'on essaie de vous faire croire sur les réseaux ou je sais pas quoi, ce chapitre est très innovant. Je vous mets au défi de trouver dans Dragon Ball un pitch de départ à une scène qui ressemble à celui-ci. Comme je l'ai dit, la scène que l'on a là, le rassemblement comme ça, en mode armée contre armée, c'est des scénarios que tu trouves dans Avengers, le rassemblement des Avengers face à Thanos dans le Endgame. C'est également une scène que tu trouves dans le Seigneur des Anneaux d'une certaine manière, dans d'autres œuvres, pourquoi pas dans Star Wars des fois, mais jamais vu de cette ampleur-là, absolument jamais vu dans Dragon Ball. Je mets au défi quiconque de me trouver ça dans les 42 tomes originaux de Dragon Ball qui ont été dirigés d'une main de maître par Akira Toriyama, ça n'existe pas. Donc j'étais très content de voir ce postulat-là, j'étais plutôt content de voir la Z-Team se rassembler, c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu, bon oui on a eu le tournoi du pouvoir, mais c'était mitigé, voilà, on avait un petit goût amer dans la bouche, donc c'était cool. En plus sur Terre, je trouve ça mieux que dans la dimension du vide où franchement il n'y a rien à protéger. Hormis l'idée que pourquoi pas Zeno va détruire ton univers, mais bon c'était une menace abstraite et pas assez palpable, alors qu'elle était bien plus importante que celle de Moro, mais celle de Moro on la ressent beaucoup plus. Donc voilà, très content sur le postulat de départ de ce chapitre-là, mes félicitations, ça vaut ce que ça vaut à Toyotaru. Par contre, de l'autre côté, quand on dégrossit la scène, qu'on fait un petit peu le jeu des poupées russes, on se rend compte qu'une scène tout à fait originale dans Dragon Ball, tout à fait novatrice, a été construite sur la base d'un assemblage de 80-90% de scènes qui existaient déjà dans Dragon Ball. Et ça, c'est un petit peu dommage.
ils auraient pu pousser l'innovation beaucoup plus loin. Parce qu'au final, le côté armée contre armée, il est vraiment dégrossi par le fait que tout le monde va se séparer, y compris les vaisseaux de la patrouille. Mais peut-être que le rassemblement final aura lieu quand Moro va lancer l'offensive et que Goku et Vegeta seront là. Donc je ne perds pas espoir. Et de l'autre côté, la Z-Team se sépare aussi, et au final, ça devient des combats en 1 contre 1, 2 contre 1, 2 contre 2, voilà, des petits combats en cercle un petit peu fermé, et les travers habituels, originels, non novateurs de chacun des personnages ressortent de la manière la plus classique à laquelle on peut s'y attendre. Kame Sennin qui va faire le pervers, Krillin qui va devoir faire preuve de courage et qui va devoir se surpasser, Gohan et Piccolo qui vont pousser encore un petit peu plus loin le lien qui les unit et faire des attaques combinées de ouf qui sont novatrices, mais dans le principe, dans l'écriture, c'est quelque chose que l'on connaît déjà. Un petit peu plus tard, je prends un petit peu de l'avance sur le chapitre, C17 et C18 qui sont pile dans ce que l'on connaît de eux, avec C18 qui vient par rapport à un certain appât du gain, par rapport à C17 qui est dans la continuité totale du tournoi du pouvoir. Bon, d'habitude je suis pas protecteur de la Terre, mais là il le faut, avec des retours bien évidemment qui sont plaisants comme celui de Yamcha, et pour Yamcha c'est tout à fait normal de nous resservir la même soupe, parce que cette soupe là, ça fait très longtemps qu'on l'avait pas goûté, donc là je suis très content pour Yamcha. D'ailleurs Yamcha qui a plutôt brillé dans ce chapitre là, et on peut voir qu'un personnage comme ça peut être utile. Mais de l'autre côté on nous a resservi énormément de choses que l'on connaît déjà dans Dragon Ball, qui ne sont pas neuves du tout, sous couvert ou sous l'excuse que l'assiette dans laquelle on nous sert ce plat est tout à fait différente. Donc vous voyez, c'est un peu frustrant. L'enrobage est nouveau, mais le contenu est à peu près le même que ce qu'on connaît déjà. Le contenu est bon, il est pas mal réalisé, il n'y a aucun problème. J'ai pris un gros plaisir à le lire. Mais le but de mes reviews est de vous faire partager les points forts que je ressens et les points négatifs. Dans les points négatifs, le côté redondant de certaines actions et du caractère des personnages qui n'évoluent que très peu est aussi notable. Donc, ceci étant dit, on se lance sur divers fronts, on va voir ce que ça va donner. Kame Sennin est parti donc avec les filles, et j'ai ma petite théorie par rapport à Kame Sennin qui pourrait être accompagné très bientôt d'autres personnages. Regardez bien le fait que nous sommes dans une zone plutôt tropicale, avec pas mal de palmiers, pas mal de végétation, une zone qui change et qui devrait vous rappeler un certain lieu. On va s'en reparler dans quelques minutes dans cette même vidéo là, mais en attendant, eh bien dans le chapitre, nous avons la scène de Gohan et de Piccolo, qui se retrouvent contre le petit Teigneux, mais pas que. Il y a aussi 73, 7-3 qui est là, qui attrape Gohan et Piccolo par la nuque. Alors là, je m'étais attendu un truc de ouf, mais en fait non, il nous explique, sauf si par la suite ça évolue, j'en sais rien, mais il nous explique que en effet, il est capable d'absorber, enfin, désolé, à chaque fois je dis absorber, il est capable de copier, parce qu'il n'absorbe pas, il copie, les capacités de 2 adversaires en même temps. Moi je pensais qu'il allait les combiner en une seule personne, non, il n'en est pas capable, ça aurait été intéressant, imaginez qu'il copie Goku et Vegeta, il aurait en lui Vegeto ou Gogeta, juste dans un seul slot, dans son cerveau, ou je ne sais pas quoi là, et c'est bon, il pourrait copier la panoplie des techniques, mais non, ce n'est pas le cas. Un slot, un personnage, une main sur une nuque égale une absorption, sans aucun moyen pour le moment de combinaison. Peut-être qu'il va pouvoir le faire, à force de regarder Gohan et Piccolo se combiner, peut-être, mais pour le moment il ne le fait pas. Il balance du Macaco Sampo, grosse scène je trouve de la part de Gohan, je sais que ça va pas plaire à une certaine fanbase un petit peu hardcore de Gohan, qui veut qu'il se ressorte en SAJ Blue numéro 2 machin. J'ai pas réellement besoin de ça, j'aimerais bien le voir, voilà, par curiosité, mais j'ai pas réellement besoin de ça. Pour Gohan, j'ai vraiment besoin qu'il brille à sa manière, et là c'était bien trouvé. Ils se sont vraiment préparés, ils se sont pas tournés les pouces pendant 2 mois, et pendant ces 2 mois, il a aussi pensé au fait que si un adversaire copie tes capacités, et que tu n'es pas capable toi-même réellement de pouvoir gérer ça à 100%, et que tu vas prendre des dégâts, autant t'en protéger, c'est pas con du tout. Et là on a quand même une attaque novatrice qu'on n'a jamais vue chez Gohan. Un bouclier, c'est quelque chose qu'on a peut-être vu 1000 fois dans Naruto, mais dans Dragon Ball tu l'as pas vu souvent, et sur Gohan tu l'as jamais vu. Un bouclier qui est assez classe, il est même capable de le renvoyer un petit peu, bien évidemment ça ne suffit pas, peut-être que Gohan aurait pu remplir avec un Kamehameha derrière pour le pousser. D'ailleurs pour ceux qui avaient suivi mes reviews du futur, qui j'espère de tout cœur vont reprendre sur Beerus, ça me rappelle un petit peu quand il y avait le bouclier géant que j'avais mis autour des personnages pour rentrer dans la citadelle des Akaishin. Voilà, ça fait un petit peu bouclier contre vague de ki, c'est intéressant. Et on a Piccolo qui va pousser ça avec un Macaco Sampo contre le Macaco Sampo de 73, mais la copie n'égalera jamais l'original, et Piccolo nous livre quelque chose d'assez impressionnant, qui est vu à travers le monde. Encore une fois, la mise en scène de Toyotaru n'égalant pas celle de Toriyama, mais ayant largement progressé par rapport à ce qu'il pouvait proposer auparavant. Le Macaco Sampo, qui d'habitude n'avait aucun réel impact, là on dirait qu'on est dans Kakarot, le jeu là, ou dans Budokai 3 à l'époque, et on voit vraiment le truc passer au-dessus de la planète, je trouve ça super cool. Très très bonne idée. 73 est en mauvaise posture, de toute façon, on se doutait que 73 ne ferait pas très très long feu. Dans le chapitre précédent, où il y a 2-3 chapitres en arrière,
on a vu où étaient ses limites. Donc mis à part s'il a un mode spécial qu'il peut activer, mais sinon il devrait pas durer trop longtemps. Du coup, sur recommandation de Shimorika, eh bien 73 va switcher sur Gohan, sauf qu'en fait la tactique est mauvaise. Tu switches sur l'un, tu switches sur deux, sauf qu'en face de toi, tu as affaire aux deux, les deux qui se sont bien entraînés, qui avaient déjà un lien au préalable, et qui maintenant sont unis parfaitement par la manière de combattre. Ils ne se parlent même pas. Gohan sait qu'il faut foncer, Piccolo sait comment il va devoir le protéger, l'un et l'autre connaissent parfaitement les attaques de l'un et l'autre, donc peu importe la technique copiée de la part de 73, ça ne marchera absolument pas. D'ailleurs, c'est pas très grave, mais petite pirouette scénaristique de la part de Toyotaru, au début du combat, j'ai oublié de vous dire, comme par hasard, 73 avait copié la technique de quelqu'un d'invisible. Bon, à partir de là, Toyotaru, il peut nous sortir tous les délires de la Terre. J'espère qu'il va pas trop en abuser. Là, ça passait, c'était intéressant, mais bon, faut pas abuser des mauvaises choses non plus. Bref, revenons au combat. Ben voilà, entre les capacités personnelles de Gohan, plus l'aide de Piccolo, 73 est voué clairement à l'échec. Il se prend une grosse patate de la part de Gohan. Par contre, ce qui est chiant, c'est que 73 se régénère très vite. Même peut-être un petit peu trop vite, mais dans tous les cas, ça reste à l'avantage de la team Gohan et Piccolo. Un qui fonctionne en solo et qui n'a besoin de personne tellement il est surpuissant, c'est le bon vieux Yamcha. Quel plaisir vraiment de le revoir au combat. En plus, il est dans une zone citadine et ça me rappelle beaucoup son altercation avec le Dr Gero qui l'avait quasiment one-shot. Je trouve ça plutôt cool de l'avoir mis ici, dans cet environnement urbain. C'est un petit peu comme sa revanche sur la vie à Yamcha de pouvoir battre des adversaires dans ce lieu citadin. Il est contre une bonne ribambelle d'adversaires, ils sont plutôt nombreux, et les techniques de corps à corps de Yamcha marchent très bien. Il est même un petit peu en mode Dan de Street Fighter, allez, emballez-les-moi là, ceux-là, et emmenez-les à la prison. Je trouve ça vraiment bien foutu. On a même Yamcha qui se permet de capter que quelque chose d'un peu inquiétant est en train d'arriver. Il me dit, je sens que d'autres mecs un petit peu malsains sont par là-bas, je vais me dépêcher d'y aller. Donc on va voir vers où ça a mené, peut-être que c'était le seul moment où Yamcha a brillé qui va se faire massacrer, mais sincèrement, moi, pour la fin de Yamcha dans cet arc-là, je préférerais que ça ne vienne pas d'un adversaire. Je préférerais pas voir Yamcha contre Sagambo ou quoi. Ça peut être épique, hein, ça peut être classe, mais je préférerais garder l'honneur sain et sauf de Yamcha. Par exemple, il est en plein combat, ça va plutôt bien, mais Moro décide de se lancer à l'offensive, il absorbe le ki de tout le monde, et Yamcha, comme beaucoup d'autres, vont devoir mettre le genou à terre. Ça serait plutôt honorifique pour Yamcha de finir comme ça, plutôt que de prendre une énième rouste pour rien du tout. Franchement, c'est ce que je pense, mais on verra bien ce que ça donne. Du coup, retour sur Gohan et sur Piccolo, avec une attaque que l'on n'avait jamais vue, qui est basée sur quelque chose que l'on connaît déjà. Ça doit vous rappeler la structure du chapitre que j'ai un petit peu critiqué auparavant, mais c'est tout simplement le fait qu'il va y avoir un Masen Kosapo qui va être réalisé à base de Masenko et de Makako Sampo. C'est plutôt une bonne idée d'avoir mêlé ces deux-là, c'est plutôt intéressant. Au final, visuellement, je m'attendais à voir quelque chose de mieux, parce que visuellement, ça refait juste Makako Sapo. Donc à ce niveau-là, c'est un petit peu dommage. Par contre, au niveau de l'impact, quand 73 se le prend, déjà quand il en ressort, j'aime beaucoup l'état dans lequel Toyotaru l'a dessiné. Franchement, je trouve qu'on sent vraiment visuellement qu'il a pris cher. Mais quand tu vois l'explosion, la déflagration, ça rappelle un petit peu le Big Bang de Vegeta, ce genre de choses face à C19. Franchement, il a géré Toyotaru, je peux pas dire le contraire. C'était très intéressant d'avoir pensé à cette technique-là. Après, tu te poses des questions. Le niveau de Gohan et de Piccolo est tellement déséquilibré, est-ce que vraiment une association de leurs deux techniques serait puissante? Je pense sincèrement que si Gohan balance un Kamehameha à niveau maximal, il ferait plus puissant que ça, mais bon, en tout cas la symbolique est belle. Par contre, il va falloir s'inquiéter, mais pas très longtemps, parce que en cas de coup critique, que fait 73? Eh bien, il switch sur un dernier atout, sur Moro, qu'il a pu également copier. Et c'est bien évidemment ce qu'il va tenter de faire, sauf que là, Toyotaru nous révèle un des points faibles de Moro. On se rappelle que 73 copie parfaitement les capacités des gens. Là, il est en mode Moro et il y a C17 et C18 qui rappliquent contre lui. Et les capacités de Moro et de 73 ne servent à rien. Ils se prennent tous les deux un gros coup de pied dans la face. Shimorika et 73, aucune énergie ne sera absorbée, étant donné que C17 et C18 sont dotés d'une énergie illimitée, mais qui n'est pas composée du ki de manière traditionnelle. Et ce procédé-là, les devins, vous étiez extrêmement nombreux à m'avoir parlé de ça, à me dire, mais attends, C17 et C18, ils seront un bel atout face à Moro. Je vous avais dit, pourquoi pas, oui, ça dépend vraiment de scénaristiquement comment ils veulent le tourner, parce qu'ils auraient pu aussi dire que Moro est capable d'absorber toute forme d'énergie, de peu importe d'où elle vient ou quoi que ce soit, et que ça soit une énergie artificielle ou non, ils pouvaient aussi la récupérer. Et d'ailleurs, ça aurait pu même jouer la carte inverse, dans le sens où ils ont l'énergie limitée, et que pourquoi pas, ils pourraient l'absorber de manière illimitée. Pour le moment, gardons des pincettes parce que ça peut évoluer dans le scénario. Ce qui nous est montré, c'est que le point faible de Moro,
entre autres, il doit en avoir d'autres, il ne peut pas absorber à première vue l'énergie contenue en C17 et C18. Alors c'est bien, mais c'est pas suffisant, parce que C17 et C18, je pense qu'ils vont être très très limites face à Moro, et que Moro les surpasse déjà sûrement en termes de capacité, attaque spéciale, corps à corps ou autre. Donc bon, on a quelques petits doutes sur l'évolution de C17, et même C18 a progressé, mais je pense pas réellement que cette paire-là va faire de l'affaire pour battre Moro. Par contre, ça pourrait réellement être un élément perturbateur pour Moro, et être deux personnages qui vont clairement marquer un tournant dans la bataille. Après, il faudra voir, il risque d'être mis KO ou quoi. Il va se passer des choses dans cet arc-là, c'est sûr, avant qu'on en arrive à la bataille finale. Mais en tout cas, nous voilà prévenus du fait qu'ils seront clairement deux arguments à mettre en valeur face à Moro. Espérons qu'ils vont pas prendre cher contre Sagambo ou je ne sais quel adversaire, sinon au final, la carte maîtresse de la Z-Team va servir à rien. Et ça serait un petit peu dommage. En attendant, on nous explique quelque chose. Alors ça, on va pas revenir dessus, c'est 18 qui veut se faire payer, j'en ai parlé tout à l'heure. Par contre, on nous parle de Goten et Trunks. On nous dit que les deux petits cons là, ils sont encore sur leur île, en train de la protéger, et qu'ils étaient même très hypés d'y retourner. Forcément, on n'a pas dû trop les prévenir qu'il y avait une menace. Mais déjà, ils sont pas si cons que je suis en train de le dire, parce qu'ils sont capables de sentir le ki. Et le monde a été infesté de menaces venant de la part de Moro, et de ki malsain et maléfique. Enfin, ça serait vraiment très ridicule de dire que Goten et Trunks ne vont pas sentir ce ki qui est en train d'envahir la planète, qui ne vont pas sentir le ki par exemple de Gohan, qui est en train de se déchaîner plus ou moins, de sentir tous les ki de tous leurs alliés, de tous leurs amis, de toute leur famille, qui est en train de se battre. Ce n'est pas possible. Autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que l'île de C17 va être considérée comme comportant des trésors aux yeux de Moro, comme le Minotaure ou je ne sais quel délire qui pourrait implanter sur l'île. Ça, on verra, mais en tout cas, ça pourrait aussi motiver le gang de Moro à y aller. Mais ça, ce n'est pas ma théorie. Ma théorie, c'est reprenons le cas de Kame Sennin. Je vous ai dit tout à l'heure de bien remarquer l'environnement dans lequel il était, plutôt tropical, pas mal de forêts, voilà, pas mal de végétation qui ressemble à celle en fait que l'on trouve sur l'île de C17. Donc je peux présumer que nous sommes dans une zone du monde assez proche. Ce que je constate aussi, c'est que Kame Sennin se retrouve face à 3 adversaires. Peut-être qu'il va les gérer tout seul, ça franchement c'est trop difficile à savoir, mais j'ai envie de vous dire que 3 contre 1 ça peut être aussi chaud pour Kame Sennin. En plus il ne sait même pas voler. Imaginez du coup si dans la petite tête de Toyotaru et de Toriyama trottait l'idée qu'il y aurait une association entre Kame Sennin, Goten et Trunks, dans un combat qui au final aurait lieu de manière très très proche de l'île. Scénaristiquement parlant, tu pourrais justifier qu'il s'en égare de manière que très peu éloignée, qui pourrait très vite retourner sur l'île en cas de besoin. Également, ça serait une association assez inattendue. Le très très vieux maître de Goku qui va se retrouver avec Goten. La symbolique serait magnifique, en sachant que Goten a quand même le même physique que Goku petit, quasiment. Ça pourrait réellement repasser le flambeau vers Goten et Trunks, pas en tant que héros principaux ou quoi, mais au moins qu'ils se remettent dans le bain du combat. Les 3 meufs là, elles avaient l'air quand même assez vénères, et je me demande si Kame Sennin serait suffisant en 3 contre 1, ça me paraît beaucoup. Je pense que 1 contre 1 il peut gérer, Goten et Trunks facile à 1 contre 1, et du coup voilà, ça pourrait donner quelque chose d'équilibré, et quelque chose d'intéressant, et avoir, putain de merde, à 100% la Z-Team impliquée, et pas en train de garder des buffles ou je sais pas quoi sur une île. Là ça commence à saouler. Du coup voilà les deux, vous me direz si c'est moi qui est trop optimiste parce que j'en ai marre de pas voir Goten et Trunks impliqués, ou si c'est quelque chose qui vous semble cohérent et une idée qui vous plairait beaucoup. Ensuite, on a encore 2-3 trucs à se dire dans ce chapitre-là. Moro, on le voit, mais il apparaît de manière assez anecdotique, il fait le grand méchant, ah, attention je vais arriver, mais bon voilà, il fait rien. Et de l'autre côté, on passe chez les Yardra avec Vegeta, juste avant de voir une fin de page attribuée à Goku. Donc là, j'aurais 2 choses à vous dire. La première concernant Vegeta. Déjà, je trouve que l'on sent, sans le voir au combat, que Vegeta a bien progressé. Il est capable de sentir, comme le dirait Pibara, l'esprit, donc le ki, qui est en train de se manifester depuis la planète Terre. Vegeta peut juger de manière très sereine que Moro n'a pas encore agi, qu'il a encore du temps pour y aller. D'ailleurs, je me pose la question. Vegeta est loin, il a du chemin à faire, et il dit « j'ai le temps pour aller sur la planète Terre, ne vous en faites pas ». Alors ma petite théorie sur ça, ce n'est pas que Vegeta a pris la téléportation, parce qu'il a dit qu'il n'aurait pas le temps, Pibara aussi, ils se sont mis d'accord sur un autre plan, mais il y a plein de Yardra qui sont ici. Je pense qu'il y en a bien un qui peut le téléporter vers la Terre, il va sentir l'esprit de la Terre, peut-être Pibara en personne, j'en sais rien, qui va le téléporter, un peu comme Kaioshin le fait souvent, et il va se casser et revenir chez lui. Ça m'étonnerait pas, voilà, ça sera le mode de transport de Vegeta, et ça serait donc instantané, au moment même où Moro va commencer à bouger. Par contre, la technique, on est en train de voir Vegeta s'entraîner. Et non, je ne pense pas que ça soit anodin ce qui a été montré. Je ne pense pas que la mise en scène de l'entraînement de Vegeta sur ces 2 cases-là soit merdique.
Si on l'analyse un tout petit peu et que l'on prend conscience des besoins de Vegeta, besoins que je mets en avant, j'ai l'impression d'en reparler de ça à chaque vidéo, mais c'est vraiment primordial. Comment est-ce que Vegeta peut battre Moro? Quel est le problème principal chez Moro? C'est l'absorption. Que fait Vegeta? Il apprend à maîtriser son ki. Pour moi, depuis le début, et on verra, hein, peut-être que je me trompe total, mais on verra bien, mais depuis le début, je vous dis que pour moi, le truc principal, c'est qu'il faut arriver à bloquer l'absorption de Moro. D'ailleurs, le Dai Kaioshin nous a montré que quand il arrivait à le bloquer, ça marchait vraiment 100 fois mieux face à Moro. Il était beaucoup moins une grande menace. Tous les ingrédients étaient réunis pour nous montrer que Vegeta était sur la piste de la maîtrise de son ki, de son esprit, et qu'il serait donc capable de ne plus se le faire absorber, tandis que Moro, lui, a tout pour absorber. Regardez la mise en scène. On a Pibara, qui n'a pas l'air d'être en train de combattre ou quoi que ce soit, mais qui tend sa main vers Vegeta, et Vegeta, on nous dit qu'il a raté la technique, donc là il la maîtrise pas encore, il est à genoux, mais il a strictement aucune égratignure, aucune blessure, parce qu'il n'a pris aucun coup. Parce que ce qu'était en train de faire Pibara, je pense, c'est qu'il est en train d'attirer vers lui, d'absorber l'énergie de Vegeta. Je suis à peu près sûr que Pibara en est plus ou moins capable, qu'il est en train de mettre à l'épreuve Vegeta, un petit peu si vous voulez, dans Harry Potter, quand on avait le professeur Rogue qui entraînait Harry à ne pas laisser son esprit être possédé, pénétré par Voldemort, pour pas qu'il vienne lui infuser certaines mauvaises idées ou qu'il vienne lire ses pensées. Et du coup, que faisait le professeur Rogue? Il faisait des tentatives d'intrusion dans l'esprit de Harry Potter, et justement c'était à Harry de s'en dépêtrer et de se battre contre ça un peu comme il pouvait. C'était exactement la même scène, il n'y avait pas de combat physique entre les deux, quoi que ce soit, pas de sort réel qui était lancé, en tout cas pour affecter physiquement son adversaire, mais c'était quelque chose de beaucoup plus psychique. J'ai vraiment l'impression que Pibara est en train d'essayer de faire ça, que Vegeta se retrouve à terre parce que son énergie se fait pomper, à force de tenter le coup, à chaque fois. Possiblement que les Yardra ont une technique de guérison ou quoi, qui le remet à chaque fois sur pied, et du coup Vegeta n'y arrive pas encore, et vous voyez vraiment sur la deuxième case cette mise en scène là. Il lui fait juste face, l'autre la main tendue, et Vegeta, à force de ne pas y arriver, met les deux genoux à terre, il est essoufflé, goutte de transpiration, c'est typiquement ce qui arrive à un personnage dans Dragon Ball, quand il manque de ki, quand il a trop utilisé d'attaque ou autre, quand il se fait absorber son ki, ou à la limite quand il est malade. On a vu des scènes similaires avec la maladie du cœur de Goku par exemple. Je suis franchement assez convaincu que nous nous dirigeons vers ça. On a même Vegeta qui dit c'est pas très important tant que Moro n'a pas agi, je n'irai pas. Donc il y a une nécessité de contrer Moro. Je sens arriver encore plus gros que les mois précédents, mais comme je vous ai dit, je peux tout à fait me tromper, ne l'oublions pas non plus, mais dites-moi si vous avez d'autres idées dans le commentaire pour justifier la mise en scène de cet entraînement-là. Je suis sûr qu'elle n'est pas anodine et qu'elle n'a pas été faite au rabais de la part de Toyotarou, je ne peux pas y croire. Enfin, les 20 dernières cases qui laissent pas mal de monde perplexe concernant Goku. La case où il y a écrit « Pendant ce temps, du côté de Goku, il est sur une planète, on ne sait pas trop où, il y a des êtres qui ressemblent à des encornés là. Goku avec le vaisseau de la patrouille galactique, d'ailleurs ça prouve qu'il a été capable de le piloter un minimum jusqu'ici, il demande où est la direction de la Terre, on a le petit monstre ou je sais pas quoi là, qui lui indique c'est dans cette direction là, et on nous dit que Goku était un petit peu perdu. Alors déjà cette case, faut comprendre un petit peu Dragon Ball sans condescendance, je vous dis ça vraiment sans condescendance, il faut un petit peu comprendre Dragon Ball pour la comprendre. C'est juste de l'humour déjà, c'est du gag, c'est quelque chose qui arrive relativement souvent dans Dragon Ball, encore un peu plus dans le Dragon Ball moderne, de décomplexer des situations un petit peu tendues par une case humoristique, une page humoristique, une blague de Jaco qui arrive en plein milieu de l'intrigue ou quoi. Voilà, déjà c'est le but, premier. Mais ensuite, au-delà de ça, dans la fin du chapitre précédent, on nous a fait comprendre, et Goku l'a dit lui-même, qu'il était beaucoup trop loin sur la planète où il était, de la Terre pour pouvoir se téléporter dessus, qu'il était impossible pour lui de sentir à cette distance qu'il pouvait y avoir. On ne sait pas, les devins, avant de créer l'incohérence, on ne sait pas sur quelle putain de planète il était, Goku. On n'avait jamais vu cette planète-là avec une pyramide, avec une salle de l'esprit du temps dedans, donc ça sert à rien. D'essayer de faire les experts, oui, mais il peut se téléporter. En fait, non, non, non. Scénaristiquement, c'est clairement justifié. Il était sur une planète trop éloignée, Whis l'a laissé tout seul et Merius également. Il lui restait le vaisseau, il avait déjà tenté le coup en prenant le vaisseau du commando Ginyu à l'époque, Mecha Freezer, tout ça. Il a dû retenter les choses, piloter un petit peu comme il a pu, aller vers la première planète qu'il a pu trouver, en espérant y trouver un petit peu de vie, même si c'est de la vie faible, on s'en fout, mais du moment où il peut parler avec eux, et ils vont essayer de lui indiquer vers où se trouve la Terre, ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est pas pour faire tout le trajet depuis le vaisseau jusqu'à la Terre, c'est pas ça. Cette scène-là n'est pas en train de nous expliquer ça du tout, mais vraiment pas du tout. Elle nous explique que déjà, là, Goku, il sait dans quelle direction est la Terre. Donc là, il y a deux solutions. Soit il va tenter de détecter du ki en direction de la Terre, et ça tombe bien parce qu'il y a des combats là-bas, donc peut-être qu'il va les sentir et dans le prochain chapitre, il sera sur Terre.
peut-être. Je verrai bien Goku et Vegeta arriver sur Terre à la fin du prochain chapitre, mais bon, ça on verra bien. Et deuxième possibilité, peut-être que là Goku est encore trop loin, parce que je pense pas qu'il a navigué des masses et des masses avec son vaisseau, et que justement maintenant il connaît la direction dans laquelle aller, qu'il va foncer tout droit, qu'il va tenter de temps en temps de capter du ki, et dès qu'il aura une signature de ki palpable, il se téléportera, c'est tout. Pour moi l'explication est toute simple, l'explication fonctionne correctement, surtout dans ce cas-là où il joue sur les inconnus en nous disant que la planète sur laquelle on était de base était trop éloignée. Peut-être que Goku peut faire une planète de Kaioter, mais peut-être que cette planète-là où Merus l'a emmené, Merus je le rappelle c'est un ange, donc il a quand même la possibilité d'emmener très loin, elle est trop éloignée de la Terre, et c'est tout. Vraiment je ne vois pas le mal avec cette scène-là, alors je peux comprendre le fait que vous en ayez marre de voir Goku un petit peu débilisé, ça je peux le comprendre et l'admettre 100%, mais la scène en elle-même, on se ressent sur la scène, c'est le plus important, elle est justifiée. Franchement, si elle était pourrie, je l'aurais dit, mais je vois pas le problème. Ce n'était que mon avis, bien entendu. Le vôtre est tout à fait le bienvenu dans le respect dans la zone commentaire, juste en dessous de cette vidéo-là. Le prochain chapitre arrivera de manière officielle sur le site Manga Plus by Shueisha le 20 février 2020 à 16 h, le rendez-vous est pris. Merci infiniment pour tout. Ma page Utip s'affiche à l'écran, le lien est dans la description. Ça m'aiderait énormément si vous y faisiez un tour. Le pouce bleu sur cette vidéo-là, je vous l'ai déjà dit au début, qui va m'aider, mais vraiment de ouf pour le référencement. C'est vraiment comme le Genki Dama, plus vous êtes nombreux, plus ça va m'aider. Merci vraiment pour tout, beaucoup de contenu Dragon Ball Super, beaucoup de choses, Kakarot, enfin, vraiment, masse de trucs arrivent en termes de vidéos et de live sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications, en tout cas, ça serait vraiment un énorme plaisir pour moi de vous y accueillir sur ma chaîne YouTube. Vous êtes tous les bienvenus, merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.